Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter la mécanique céleste et le mouvement des satellites. Cette vidéo se décomposera en 3 parties. Dans un premier temps, la conservation de la quantité de mouvement. Dans un second temps, les 3 lois de Kepler. Et pour finir, nous allons nous intéresser au mouvement des satellites. Un système est dit isolé lorsqu'aucune force ne s'y applique, ou pseudo-isolé lorsque la somme des forces qui s'y appliquent s'annule. Nous avons comme formule somme des forces est égale à dp sur dt, la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Si un système est isolé ou pseudo-isolé, nous avons dp sur dt qui va être égal à vecteur nul. Cela veut dire que le vecteur quantité de mouvement est un vecteur constant, car sa dérivée s'annule. Prenons le cas d'une fusée au décollage. Avant le décollage, la fusée ne bouge pas. Nous avons donc P avant est égal à la masse du système fois la vitesse du système. Or, comme le système ne bouge pas, nous avons P est égal à vecteur nul. Prenons cette même fusée au moment du décollage. Nous avons P, le vecteur quantité de mouvement, est égal à m1 fois v1, la masse de la fusée fois la vitesse de la fusée, plus m2 fois v2, la masse du gaz fois la vitesse du gaz. Or, rappelez-vous, ce système-là est un système qui est isolé. Nous avons donc P, le vecteur quantité de mouvement, qui est égal à une constante. Cela veut dire que P avant égale à P après. Nous pouvons donc dire V1 est égal à moins M2 V2 sur M1. Alors, étudions cette formule d'un petit peu plus près. Le moins ne veut pas dire que la vitesse est négative. Il veut juste dire que la vitesse de la fusée va dans un sens opposé à celle du gaz. En effet, lorsqu'une fusée décolle, les gaz sont éjectés vers le bas et la fusée, elle va monter vers le haut. Voici les 3 lois de Kepler. La première que nous appelons loi des orbites. Dans le référentiel héliocentrique, chaque planète décrit une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers. La deuxième loi de Kepler, que nous appelons aussi loi des aires, nous dit que pendant des durées égales, le segment Soleil-planète balaie des aires égales. En effet, lorsque la planète passe de P1 à P2, le segment Soleil-planète balaie l'air ici en rouge. Si le temps que dure le voyage de P1 à P2 est le même que le temps que dure le voyage de P4 à P3, alors l'air en bleu sera égal à l'air en rouge. Bien que la distance parcourue entre P1 et P2 soit différente de la distance parcourue entre P3 et P4. La troisième loi de Kepler nous dit que T carré sur A au cube est égal à une constante. Avec T, la période, c'est-à-dire le temps que met la planète ou le satellite à faire un tour complet. Et A, le demi-grand axe de notre ellipse. Si jamais la trajectoire n'est pas elliptique mais est circulaire, nous aurons T carré sur R au cube qui est égal à une constante. Dans le chapitre précédent, nous utilisions un repère orthonormé avec O, X, Y, Z. Cependant, ce type de repère n'est plus judicieux pour ces mouvements qui sont soit circulaires, soit elliptiques. Nous allons utiliser une autre base qui est la base de Freinet. Cette base se compose de 2 vecteurs, le vecteur n qui veut dire normal, perpendiculaire à la trajectoire, et le vecteur tau qui veut dire tangent, qui est tangent à la trajectoire. Cette base tourne en même temps que la planète ou le satellite. Notre système est la planète. Le référentiel sera le référentiel héliocentrique. C'est un référentiel placé au centre du Soleil. Exprimons le vecteur force qu'exerce le Soleil sur cette planète. F, vecteur de S sur P, Soleil sur la planète, est égal à G, la constante de gravitation universelle, fois MP, MS, la masse de la planète, la masse du Soleil, divisé par le rayon au
carré fois le vecteur n. Pourquoi? Parce que cette force-là est collinéaire au vecteur unitaire n de notre base de freinée. D'après la seconde loi de Newton, somme des forces est égale à la masse, donc ici la masse de la planète, parce que c'est la masse de notre système, fois le vecteur accélération. D'où g fois mp ms divisé par r au carré fois le vecteur n est égal à mp fois a. D'où a, le vecteur accélération, qui est égal à g fois la masse soleil divisé par le rayon au carré fois n, le vecteur normal de la base de freinée. Il faut savoir que dans la base de freinée, a, le vecteur accélération, peut se mettre sous la forme v carré sur r selon n plus dv sur dt selon τ. Or, l'accélération est unique. En effet, il n'y a pas une accélération selon freinée, une accélération selon Newton. Comment faire pour que ces deux accélérations soient les mêmes? Nous allons procéder à une identification. L'accélération que nous avons obtenue grâce à Newton nous dit que le vecteur accélération est uniquement selon n, le vecteur normal. Cela veut dire que la partie que nous avons ici, dv sur dt selon τ, doit nécessairement être égale à 0. D'où dv sur dt est égal à 0, soit la vitesse, la valeur de la vitesse est constante. D'autre part, nous pouvons dire que la composante de l'accélération sur n selon Newton est la même que celle sur n dans freinée. D'où v carré sur r est égal à g fois la masse soleil divisé par r au carré. D'où v, la vitesse, est égal à racine de g fois ms divisé par r. La vitesse étant constante, nous pouvons écrire que v est égal à d, la distance parcourue, divisé par t, le temps de parcours. Nous pouvons dire aussi que si la distance parcourue, c'est la circonférence, le tour, le périmètre si vous voulez, t, le temps de parcours, sera nécessairement t majuscule, la période, d'où v est égal à 2pi r divisé par t majuscule, la période. Nous pouvons donc en déduire que t est égal à 2pi r divisé par v, la vitesse. En remplaçant dans cette formule v, la vitesse, par la formule trouvée précédemment, nous obtenons t est égal à 2pi fois racine de r cube sur g fois ms. Nous allons mettre t au carré. Nous obtenons t carré est égal à 4 pi carré fois r cube sur gms. Nous allons prendre r cube et le faire passer de l'autre côté de la formule et nous obtenons donc t carré sur r cube est égal à 4 pi carré sur gms. Or, 4 pi est une constante, g est une constante, la masse du soleil est une constante. Nous avons bien t carré sur r cube qui est égal à une constante et nous avons retrouvé la fameuse troisième loi de Kepler. Pour être géostationnaire, un satellite doit décrire un mouvement circulaire dans un plan qui est perpendiculaire aux axes des pôles, donc dans le plan de l'équateur. Il doit tourner dans le même sens que le sens de rotation de la Terre et sa période de révolution doit être égale à la période de rotation de la Terre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à regarder notre site vectorbac.fr.